Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 17 janvier 2023 et merci de nous rejoindre pour vous informer. À la une de l'actualité de ce jour, il n'appartient pas au pasteur Zach Adjiamampian de parler de la planification du budget de l'État car il existe déjà une institution législative qui en a la charge. C'est ce qu'a été annoncé aujourd'hui le député Nef Raouldine. Selon ce dernier, il est défini dans la Constitution de ne pas mélanger religion et gouvernement. Le pasteur Zach Adjiamampian peut cependant former un parti politique en tant que citoyen, mais il ne devrait plus interférer avec la gestion de l'Église à ce moment-là. Les détails avec Radra Manazatouf et Anzar Hadzonarville. C'est le travail d'une institution gouvernementale de déterminer comment gérer le budget d'un département ministériel et d'une institution gouvernementale, mais pas le travail d'un pasteur. C'est ce qu'a souligné le député Nef Raouldine, élu dans le 5e arrondissement, en réponse au serment du pasteur Zach Adjiamampian à Ntsonzombe dimanche dernier, disant qu'il faudrait que le budget de l'armée malagasy soit réduit. Ce député a déclaré que le pasteur Zach Adjiamampian peut faire de la politique ou même former un parti politique en tant que citoyen, comme tous les autres pasteurs qui ont déjà fait de la politique. Toutefois, le pasteur ne devrait plus interférer avec la gestion de l'Église lorsqu'il entre dans le monde de la politique, car il n'est pas acceptable de mélanger la politique et la religion selon la Constitution. Le député Nef Raouldine a effectué aujourd'hui une déclaration avec le président du département TGV dans les 6 arrondissements. Il a lancé un appel à tous les membres de son parti à ne pas se laisser facilement influencer par les rumeurs et par les calomnies de toutes sortes en ce moment durant ce court laps de temps avant l'élection. Le parti TGV dans les 6 arrondissements organisera par ailleurs leur congrès cette année selon leur annonce. Ensuite, seul le travail assure le développement d'un pays, a déclaré le parti politique Farim en exprimant son opinion concernant le serment critique au Coliseum d'Ntsonzombe. Le président de ce parti a poursuivi en expliquant que ce n'est pas ni la persécution, ni la diffamation, et encore moins la diffusion de fausses informations qui conduira au développement. En effet, cela dépend des efforts de chacun. Par ailleurs, il demande le retour des Tsenamour auprès de chaque Foucontagne, afin de soulager les dépenses des familles face à la hausse du coût de la vie en cette période de soudure. Le parti Farim veut également que les développements initiés par le gouvernement actuel se poursuivent. C'est pourquoi le parti Farim a confirmé que le président de la République, Andry Rajoelina, mérite de poursuivre ses efforts dans le développement de Madagascar. Le World Trade Center, avec l'ambassade de l'Inde à Madagascar, a pour projet l'aménagement et l'extension de la route reliant le rond-point au gymnase Govardhan-Kourjan en partenariat avec le secrétariat en charge de la nouvelle ville et de l'habitat pour cette année. Le projet se nomme Route des droits de l'homme. Le WTC, avec l'ambassade de l'Inde, ambitionne également l'extension du centre pour la diaspora indienne, Indian Dow. Tous ces projets ont été présentés au nouvel ambassadeur de l'Inde à Madagascar aujourd'hui. Route des droits de l'homme, tel est le nom de ce projet d'aménagement des bords de route et de l'extension de la route reliant le rond-point au gymnase Govardhan-Kourjan, initié par le World Trade Center avec le SENVH sous la tutelle de l'ambassade de l'Inde. Il s'agit d'un projet privé qui fait partie de la contribution d'une société privée dans la modernisation de la ville, selon les explications. Nous allons refaire la route ici. Qui va du rond-point, j'ai oublié le nom de ce rond-point, mais je pense quelqu'un peut. Voilà, le rond-point en Condra jusqu'au rond-point du gymnase ici. Et nous, en tant que VIMA, nous allons refinancer cette route, bien sûr, si à partir du moment où l'État est d'accord, mais nous avons un partenariat avec l'État, nous pensons qu'ils vont être d'accord, pour que nous puissions faire cette route, aménager cette route de ce rond-point jusqu'à là-bas, et en faire un endroit magnifique, où les Tananariviens voudront venir avec plaisir. En outre, les initiateurs envisagent également d'étendre le centre pour la diaspora indienne, Indian Do. Mis à part son existence en tant que lieu interculturel, professionnel, mais aussi événementiel, l'Indian Do sera également un lieu dédié aux activités du yoga appelé Z-Yoga et de formation d'Ayurvédique, un concept qui n'est pas encore très connu à Madagascar. Grâce à l'ambassade de l'Inde, nous avons eu cette initiative de mettre en place un centre culturel et à commencer par des portraits de familles, indiennes qui ont migré à Madagascar depuis des siècles
Et donc, nous avons mis en place ce projet. Avec cela, donc c'est ça qu'on a fait avec l'ambassadeur, avec cela, nous voulons aussi en profiter pour amener ce qui est nouveau, qu'on ne connaît pas de l'Inde encore. Par exemple, l'Ayurveda, qui est une culture, une histoire millénaire de l'amélioration de la santé, aussi bien mentale que physique, pour l'être humain. C'est une culture millénaire que les Indiens ont. Elle n'existait pas à Madagascar. Donc on a profité de ce centre d'amener aussi l'Ayurveda ici à Madagascar pour que les Malgaches puissent aussi connaître cette histoire magnifique de l'Inde et les apports que l'Inde peut contribuer à Madagascar. Étant donné que tous les projets sont sous le parrainage de l'ambassade de l'Inde à Madagascar, ils ont été présentés aujourd'hui au nouvel ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Pandaru Isonbabu, une occasion également pour cet ambassadeur de visiter les lieux. Et un accord de financement additionnel au programme de financement des risques et des catastrophes en Afrique et un accord d'avance de préparation du projet de mobilisation, protection, valorisation de la ressource en eau et de renforcement de la résilience au changement climatique a été signé ce jour au ministère de l'Économie et des Finances. Cette aide de la BAD arrive à point nommé d'après la ministre de l'Économie et des Finances car il est temps que Madagascar renforce sa capacité à faire face aux aléas climatiques. Et c'est Gianab nous en disent plus. Ces deux conventions signées au ministère de l'Économie et des Finances ont pour objectif de se préparer aux risques et catastrophes causés par le changement climatique. Le premier accord est un don multidonateur administré par la BAD de 4,7 millions de dollars, d'un accord de don de la Facilité africaine pour la transition de 5,875 millions de dollars et d'un accord de prêt toujours de la FAT de 7,111 millions de dollars. Ce financement a pour objectif de promouvoir la résilience et la réponse aux chocs climatiques à Madagascar en améliorant la gestion des risques de catastrophes naturelles et l'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, la contribution de Madagascar dans cet accord s'élève à 1,547 millions de dollars. Je suis très heureux de procéder ce matin à la signature des accords de financement avec Madame la ministre de l'Économie et des Finances. Et donc le premier accord, c'est un accord de financement complémentaire dans le cadre du programme Ajalfi Madagascar, et donc qui permettra au gouvernement de faire face aux aléas climatiques et aux tempêtes et cyclones récurrents qui frappent les pays de façon très difficile. Donc c'est un appui, comme j'ai dit, complémentaire, puisqu'il y a déjà un programme qui est en cours. Le montant de cet appui complémentaire est autour de 20 millions de dollars américains. Et donc, je voulais surtout féliciter et saluer le gouvernement pour l'approche très proactive, anticipative, qui permet de mobiliser des ressources et de faire appel à l'assurance ARC, qui permet de couvrir en cas de catastrophe des indemnités et répondre rapidement aux besoins des populations. Le second accord, qui s'élève à 3,49 millions de dollars, permettra à la Grande Île de renforcer la résilience des écosystèmes et des populations face aux effets du changement climatique par des actions de mobilisation, de protection et de valorisation des ressources en eau. Cette préparation du projet de mobilisation, protection, valorisation de la ressource en eau et de renforcement de la résilience au changement climatique concerne 6 régions, à savoir Analamang, Vaknakarach, Amurmani, Otmatiach, Yurumbe et Anjoui. Donc le deuxième accord, c'est un accord de préparation des projets d'un montant d'environ 4 millions de dollars américains qui servira à préparer des projets d'investissement, notamment des retenues d'eau, des barrages et des retenues d'eau pour l'utilisation d'eau à multi-usage, qui permettra de répondre aussi aux besoins en eau, surtout dans les régions arides vers le sud et d'autres régions de Madagascar. Donc je voulais aussi saluer et remercier tous les partenaires au développement qui appuient Madagascar dans le cadre de la gestion des catastrophes, dans le cadre de la gestion de l'eau, et aussi les remercier pour leur partenariat et leur synergie. Selon toujours les explications, ces deux conventions signées entre l'État malagasy et la BAD auront des impacts directs sur la population et témoignent de la volonté de l'État à apporter des stratégies palpables visant à l'anticipation face aux risques et catastrophes causés par le changement climatique. Cela concerne surtout le domaine de l'eau qui garantit le développement et l'économie de la population, surtout la population rurale.
Et les préparatifs des élections progressent correctement selon le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ce dernier a rappelé que la CENI, une commission indépendante, est l'organisatrice des élections libres et pour lesquelles nul n'interférera. Il appelle donc au calme et l'apaisement pour que le processus des préparatifs des élections puisse suivre son cours. Reportage. Concernant les préparatifs de l'élection, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a déclaré que cela se passe comme il se doit. Ce dernier a également confirmé que la CENI, une commission qui a été mise en place en vertu de la loi, est totalement indépendante dans l'organisation et la gestion des élections. Et afin de mener à bien ces préparatifs et pour la tenue des élections, le ministre de l'Intérieur a appelé à la stabilité et à l'apaisement, que ce soit de la part des citoyens, des partis politiques, que des différentes associations et forces vives de la nation, notamment les églises. Il exhorte également tout un chacun à faire des recoupements pour toute information diffusée par les médias ou partagée sur les réseaux sociaux afin d'éviter d'éventuelles confusions. Il a affirmé qu'il ne devrait pas y avoir de discours ou de mots qui pourraient être à l'origine des perturbations de la part des organisations, des partis politiques ou de l'Église. Et la masse nuageuse se trouvait à 1228 km au nord-est d'Antala cet après-midi selon le service météorologique. Elle continuera à se développer et devrait être qualifiée de tempête tropicale lorsqu'elle touchera les côtes de l'île et rejoindra l'autre masse nuageuse vers 3 heures du matin. À cet effet, plusieurs régions dont la partie nord-est de l'île sont placées en vigilance verte, notamment les régions d'Iana, Sava, Analandirouf et Antinanan selon toujours les explications. Reportage. La masse nuageuse qui se situe dans l'océan Indien se transformera en tempête tropicale une fois qu'elle fusionnera avec l'autre masse nuageuse et touchera les côtes de l'île vers 3 heures du matin selon le service météorologique. Ce mauvais temps se développe de plus en plus et jusqu'à midi, elle était située à 1495 km à l'est de Weimar et est classée comme étant une perturbation tropicale. La vitesse du vent qu'elle amène est de 45 km par heure et la tempête est de 65 km par heure. Elle se déplace vers l'ouest et prend de plus en plus de force. Ainsi, les régions Sava, Diana, Analandirouf et Antinanan sont placées en vigilance verte. En ce qui concerne maintenant les actualités sportives, la participation des membres de la Fédération de karaté-do à l'élection du président du comité olympique malagasy qui s'est tenue à Touliar est illégale, a déclaré le président de la Fédération de karaté-do, Emil Ratefnanaar. La fédération précédente, dirigée par Slouf Andjanevmanen et qui a été déjà suspendue par les 14 ligues régionales, a également été suspendue par la Fédération internationale en décembre, selon les informations. D'autre part, le nouveau président de la Fédération de karaté-do attend du ministère de la Jeunesse et des Sports la délivrance de la lettre d'approbation que l'UFAC et la WKF attendent également. Martina Antnien et Zahaji Antsou. Un membre du comité exécutif de la Fédération malagasy de karaté-do, dirigé par Slouf Andjanevmanen, a assisté à l'Assemblée générale du comité olympique malagasy qui s'est tenue à Touliar et a participé à l'élection du président de ce comité, a annoncé le nouveau président de la karaté-do, Emil Ratefnanaar. Cette situation est illégale car la fédération malagasy dirigée par Slouf Andjanevmanen est déjà suspendue par la Confédération africaine de karaté en décembre dernier, a-t-il précisé. Par ailleurs, les athlètes malagasy ne sont pas concernés par la sanction selon la lettre envoyée par l'UFAK le 12 décembre dernier. Il n'y a aucune raison pour que les karatékas malagasy ne puissent pas participer aux Jeux des îles, a déclaré le président du COM. Ce que le nouveau président de la Fédération malagasy de karaté, Emil Ratefnanaar, a également confirmé. Ce dernier qui a été élu nouveau président par 14 des 16 ligues régionales, comme il l'a toujours confirmé, et il a déjà eu une approbation verbale de l'UFAK à cet égard. Mais la lettre d'agrément du ministère est toujours attendue pour que la Fédération internationale puisse prendre une décision. Ainsi, les nouveaux membres de la Fédération revendiquent la délivrance de ce certificat de conformité par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et concernant les préparatifs des Jeux des îles, la fédération actuelle s'implique dans le regroupement des athlètes malagasy, selon toujours les explications.
Ensuite, suite à la non-participation du Maroc au Tchad, le comité d'organisation a décidé que les équipes rivales du Maroc dans le groupe C, celui dont fait partie les Baréas, obtiennent 3 points chacune. Les 2 meilleures équipes du groupe C se qualifieront pour les quarts de finale. Par ailleurs, le match entre le Baréa de Madagascar et l'équipe du Soudan, qui devrait se jouer à Oran le lundi 23 janvier, se déroulera à Constantine à 20h. Passons maintenant aux actualités internationales. Le tribunal correctionnel de Paris juge à partir de mardi 17 janvier 13 personnes affiliées au groupuscule d'ultra-droite des Barjols, soupçonnées d'avoir préparé une série d'actions violentes dont un projet d'attentat contre Emmanuel Macron fin 2018. Reportage sur les images de France 24. 11 hommes et 2 femmes sur le banc des accusés, membres d'un groupuscule d'ultra-droite, les Barjols. Soupçonnés d'avoir préparé une série d'actions violentes, parmi lesquelles une attaque contre Emmanuel Macron à Charleville-Mézières dans les Ardennes, en marge du centenaire de l'armistice en 2018. Le groupe des Barjols se crée en septembre 2017. Ses membres communiquent sur un groupe Facebook animé par un certain Jean-Pierre Bouillet. Celui-ci tient des propos violents sur la plateforme, notamment à l'encontre du chef de l'État. Fin 2018, le renseignement intérieur reçoit des informations selon lesquelles Jean-Pierre Bouillet envisage de s'en prendre à Emmanuel Macron. Une enquête antiterroriste est ouverte le 31 octobre. Le 6 novembre, les forces de l'ordre interpellent Jean-Pierre Bouillet avec 3 autres hommes. Dans le véhicule du suspect sont retrouvés un poignard et un gilet militaire. À son domicile, des armes à feu et des munitions. Un autre cadre du groupe sera arrêté en mars 2020. Il organisait des réunions secrètes avec pour objectif la préparation d'actions violentes, faire sauter des mosquées ou tuer le chef de l'État. Aucun de ces projets n'a toutefois abouti. C'est pourquoi la qualification criminelle a été abandonnée au profit du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, un délit passible de 10 ans de prison. Fin du procès prévu le 3 février. Depuis lundi, des manifestants bravent l'état d'urgence et convergent vers la capitale du Pérou, au Lima, pour réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte. France 24. Lima. Après des semaines de contestation à travers le pays, les manifestants convergent désormais vers la capitale. Déterminés, malgré les milliers de kilomètres à parcourir, à obtenir la démission de la présidente Dina Boluarte. Nous allons marcher sur Lima pour que les gens sachent, qu'ils sachent une bonne fois pour toutes que nous pouvons nous affranchir de la confiscation du pouvoir économique par l'État, par ce petit groupe qui ne nous représente pas. Nous ne reconnaissons pas la présidente Dina, ni même le Congrès. Dans les rangs, beaucoup de paysans indigènes, partisans de l'ancien président Pedro Castillo. Depuis sa destitution puis son incarcération en décembre dernier, la colère gronde dans le sud du pays où vivent les communautés Quechua et Aymara. En réponse, le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Malgré les risques, ils sont plus de 3000 à être partis d'Andahuelas, épicentre de la contestation. Nous sommes venus pacifiquement avec nos petites voitures, apportant simplement notre nourriture, nos vêtements, pour pouvoir nous rendre à Lima et en même temps protester pacifiquement contre ce gouvernement qui nuit au pays. Aucune sortie de crise en vue pour le moment. Dina Boluarte fait face avec plusieurs hauts responsables à une enquête sur la répression des manifestations antigouvernementales. Elles ont fait plus de 40 morts depuis décembre. L'Ukraine. Et pour terminer cette édition, la population de la Chine, pays le plus peuplé du monde, a baissé en 2022, a indiqué mardi 17 janvier un organisme officiel, une première historique depuis le début des années 1960. France 24. Moins de nourrissons dans les maternités chinoises. Seulement 9 560 000 naissances ont été comptabilisées en 2022. Une baisse entamée en 2016. En 6 ans, le nombre de bébés a été quasiment divisé par 2. Et cela ne compense pas les plus de 10 millions de décès enregistrés dans le pays l'an dernier. Conséquence, la population chinoise a diminué. Une première depuis le début des années 1960 et la grande famine qui a fait des dizaines de millions de morts sous Mao Tse-tung. Un ralentissement démographique alors que la politique de l'enfant unique a été abolie depuis 2015, mais elle reste ancrée dans les mentalités.
Autre raison qui explique cette baisse, le coût élevé de l'éducation d'un enfant et une envie moins forte d'avoir un bébé pour la jeune génération. Je préfère avoir plus de temps pour moi-même, pour apprendre de nouvelles connaissances ou développer plus de compétences. Moi, je n'envisage pas d'avoir d'enfants. Et même si je me marie un jour, je veux vraiment être dans un couple sans enfants. Selon des experts, ce déclin démographique aura un impact profond sur l'économie chinoise et sa compétitivité sur le marché mondial. L'Inde devrait d'ailleurs dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé du monde cette année. Le système de retraite sera également touché. Selon certaines projections, sans réforme, le paiement des pensions pourrait représenter 20% du PIB en 2100 contre 4% en 2020. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après, vous allez suivre la série Scandale. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.